Voilà. On va aller partager. Nous avons abordé des parties. Hein? Oui, on a fait déjà 2 parties. Maintenant, c'est la 3e. Comme ça, vous pourrez la mettre dans le réseau et ils peuvent, ceux qui n'ont pas assisté, ils peuvent partager. Je ne me montre pas encore. Partager ne me montre pas le partage. Et le mettre en... il n'est pas branché, il va. Ouais, merci. Le mettre en panorama. Ici, parce que je ne vois plus mes curseurs de trucs. C'est là. Ah, il est là au-dessus. Ah, la façon dont elle a été configurée. Bon, ça va. Ok, il est en panorama. Ah, il faut descendre, hein, parce que je n'étais pas là. Caméra prend la fenêtre. Nous, petit jeu. Tire. Vous démarrez l'enregistrement. Oui, mais j'aimerais bien d'abord retrouver mon PowerPoint à la position où je devais démarrer. Ça après, sur suspendre de l'enregistrement. Je vais cliquer sur quoi? Suspendre, parce que le temps. Voilà, maintenant je partage mon écran. Hein. Alors maintenant, nous allons revenir. Tantôt, on a vu avec ceux qui étaient là, Mendel, c'est ce prêtre qui nous a permis de découvrir beaucoup de règles de la génétique. Maintenant, nous allons revoir un peu plus en détail, avec quelques images, le travail que Mendel a réalisé. Ça, c'est un exercice bon, qu'il faut connaître, hein, parce que c'est quand même l'histoire. Et c'est un exercice qu'on demande parfois aux étudiants à l'examen d'État. Alors, je vous ai dit tantôt que Mendel avait travaillé sur des petits haricots, des petits pois. Des petits haricots, pourquoi? Parce que c'est des choses qui se reproduisent très vite. Il y a une grande variété de toutes les couleurs, de formes différentes et tout, etc. Et donc, c'est intéressant. Vous savez que dans la recherche, pourquoi est-ce que dans la recherche, on travaille sur les animaux comme les souris et pas sur les éléphants? Parce que la souris se reproduit très vite. On peut avoir 4-5 générations de souris en moins d'une année. Et donc, on peut étudier la transmission génétique, par exemple, certaines maladies, etc. Et vous savez que justement, la première, si on a fait de grands progrès dans la médecine pour ce qui concerne la drépanocytose, c'est parce qu'on a pu fabriquer, on a pu on a pu co-créer des souris transgéniques qui sont homozygotes SS. C'est plus facile justement les souris parce qu'on peut les étudier facilement. Donc Mendel, lui, il a pris une plante comme les petits pois, ces petits haricots qui se reproduisent très vite et il existe une grande variété. Et alors il s'est dit, je vais les croiser. Les croiser, ça signifie les accoupler. Les plantes s'accouplent à travers les pollens, à travers donc les fleurs avec les pollens et tout. Alors, Mendel il va étudier au moins 7 caractères. Ça, c'est l'histoire. 7 caractères des petits pois. Il va regarder le petit pois en soi. Est-ce qu'il est lisse ou bien il est plissé, il est rugueux? Ça, c'est le type de haricot. Il regarde aussi sa couleur. Est-ce que ce sont des petits pois verts ou des petits pois jaunes?
Et puis, il regarde la fleur, les pétales. Lorsque la plante donne ses fleurs, avant de donner le fruit, quelle est la couleur de la fleur? Il se rend compte qu'il y a des fleurs qui ont une couleur, on va dire, rouge, brune, mauve, et d'autres qui ont une couleur plutôt claire. Après, il regarde aussi la gousse. Quand la plante va commencer à sortir, elle est dans une gousse, comme les graines de moringa. Vous avez là, et puis vous avez la gousse, et les graines sont dans la gousse. Eh bien, le petit pois, c'est la même chose. Ici, il y a la gousse. Il regarde la forme de la gousse. La gousse, elle est lisse ou elle est rugueuse. Et puis, il regarde aussi la couleur de la gousse. Elle est jaune ou elle est verte. Et puis, il regarde les plantes, les extrémités, comment sont ces extrémités. Les tiges, donc, il y a plusieurs aspects des tiges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il croise des espèces de haricots qui se ressemblent, qui sont de même type. Et ça, il va les prendre, il va faire donc ce croisement, si vous voulez, ça va s'appeler cette fécondation. Il prend d'un côté des haricots qui ont la peau lisse, il va les croiser avec des haricots qui ont la peau rugueuse. Et il dit, je vais voir qu'est-ce qui va pousser. Dans sa première génération, il est surpris, tous les haricots qui ont donné, donc les graines de haricots, ont la peau lisse. Pourtant, il a mélangé des graines à peau lisse mélangées avec des graines à peau rugueuse. Il fait la même chose, il dit, tiens, je prends un haricot qui a la couleur jaune, je vais le croiser avec un haricot qui a la couleur verte, et dans la première génération de leur croisement, tous les haricots ont la couleur jaune. Il regarde les fleurs, donc les fleurs, il prend une fleur mauve avec une fleur blanche, il les croise. Dans la première génération, donc la première filiation ou première génération, c'est ça qu'on appelle ça F1. Donc première génération en génétique, on écrit F1, filiation 1, filiation 2, filiation 3, etc. Il retrouve la même chose et ainsi de suite pour tous les 7 caractères. Et il se dit, où sont partis les haricots, on va dire, rugueux, la couleur verte, la couleur blanche, les gousses plissées et les gousses jaunes, et ainsi la même chose pour les fleurs. Où sont-elles parties après une génération? Alors, c'est comme si je faisais mon arbre généalogique. Il est ici, il reproduit donc ces différents haricots. Il se rend compte qu'ici, il ne trouve pas les caractères qui appartiennent, par exemple, à la maman. Il ne trouve pas de haricots avec la couleur verte. Tout le monde a la couleur noire. Voilà la première observation de Mendel. C'est un travail intéressant en chipotant avec ses légumes et tout, etc. Donc, c'est la première découverte. Et après, il se dit, tiens, je vais les croiser maintenant. Il dit, je veux prendre ceci, je vais aussi les croiser et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Lorsqu'il les croise, la deuxième génération, il obtient donc, à la suite de la deuxième génération, il obtient la troisième génération. À sa grande surprise, dans la troisième génération, donc là, par exemple, il observe que les gousses, les gousses rugueuses qu'on ne voyait pas, pardon, les haricots rugueux qu'on ne voyait pas dans la dans la première génération, il les retrouve dans la deuxième génération. Ils réapparaissent, mais pas en grande quantité comme ceux qui étaient apparus dans la première génération. Et il fait la même chose en comparant les gousses, les fleurs et tout, et il observe qu'il y a une proportion de 3 à 1.
J'ai 3 lisses et un rugueux. J'ai 3 jaunes et un vert. J'ai 3 fleurs mauves et une fleur claire, blanche, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'est né alors. Il découvre, il se rend compte, et ça c'est formidable, c'est la découverte de Mendel, il se rend compte que les caractères qui se sont exprimés dans la première génération, puisque je les ai croisés, ceux qui se sont exprimés dans la première génération, ils sont dominants. Et voilà l'origine du terme transmission héréditaire dominante. Et ceux qui ne s'expriment pas dans la première génération, ils sont récessifs, ils sont réprimés, ils ne s'expriment pas. Et c'est ainsi que, grâce à ce travail de Mendel, nous avons compris qu'il y a la transmission des maladies dominantes, il y a une transmission dominante et récessive. Je vous ai dit tantôt que par symbole, un gène, puisqu'il s'agit de la génétique dominante, on l'écrit en majuscule. Un qui n'est pas, qui est récessif, on l'écrit en minuscule. Donc, c'est Mendel qui nous a permis de comprendre que la transmission génétique, le gène, il y a des gènes qui s'expriment plus que d'autres, et ceux qui s'expriment plus que d'autres, ils trouvent qu'ils sont dominants. Ceux qui ne s'expriment pas, et qu'on ne retrouve pas dans la première génération, ils sont récessifs. Et grâce à cela, ma télécommande, je ne sais pas avancer avec mon truc, bon, voilà, j'ai pu avancer. Et alors ça, je vous représente cela d'une façon synthétique. Vous voyez ici les deux papas, papa lisse qui s'accouple avec maman rugueuse. Dans la première génération, tous les enfants ont la peau lisse. Quand maintenant ces enfants de la peau lisse, je les accouple aussi avec l'autre génération, ils me donnent 3 enfants à la peau lisse et un enfant à la peau rugueuse. C'est ce que nous avons vu tantôt. Au lieu de la peau, je vous ai dit, ce qui est dominant, c'est A. Je reviens tout le temps sur la drépanocytose. Hein. Ça va vous permettre de la maîtriser davantage. On est dans la transmission de ce qu'on appelle la transmission mono-hybridisme. Hybridisme, ça signifie c'est un seul caractère qui est dominant. Dans la transmission mono-hybridisme, on a la règle 3-1. C'est ça la découverte de Mendel. Quand je suis AS, je suis AA, l'autre est AS. La A, elle est dominante. La S, elle est récessive. Ça signifie chaque fois qu'il y a la A, je ne suis pas malade parce que la A domine la S. Et pour que la S s'exprime, pour que je dise il est malade, il faut qu'il y ait 2 S. Et c'est ce que Mendel a décrit. Il dit, par définition, un gène récessif, c'est un gène qui s'exprime seulement lorsqu'il est porté sur les 2 allèles. Vous vous rappelez encore des termes que nous avons appris, allèle. Allèle, on avait dit que c'est, quand on prend le chromosome, on a 2 parties du chromosome, une partie du papa et une partie du maman. Donc, je ne peux exprimer ma faiblesse, ma récessivité
seulement lorsque les deux allèles, parce qu'on a dit le gène est composé de deux allèles, lorsque les deux allèles sont semblables. Lorsque les deux allèles sont semblables, je m'exprime égal récessif. Et quand est-ce que je peux m'exprimer? Je ne peux m'exprimer que à partir de la deuxième génération et pas la première. Ah, ça peut. Parce qu'en fait, l'expérience de Mendel, il a pris des haricots purs. Donc, ça signifie ici, à la place du haricot vert, je dis que le vert, c'était le A. Et si je dis qu'il est pur, ça signifie qu'il est quoi? Si je dis que le haricot pur, il est A. Il est quoi au point de vue? Combien d'allèles? Qu'est-ce qu'il a comme allèle? Ça signifie qu'il est AA. Il est pur, il est A. Mais en réalité, il pouvait être AS. Et le haricot rugueux, il était rugueux. Si je dis que, par définition, Mendel trouve que le gène récessif, le faible, il ne peut s'exprimer que s'il a les deux allèles qui sont les mêmes. Ça signifie que celui-ci, il était SS. Alors maintenant, lorsque vous croisez le A et le S, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Dans la première génération. Qui peut répondre? Vous pouvez activer vos micros. La génétique, c'est quand même aussi la pratique. Hein? C'est à la fois un cours théorique et pratique. Regardez, le haricot lisse, il est AA. Les haricots rugueux, il est SS. Maintenant, je vais à la première génération de croisement. Je suis ici. Comment seront les haricots que nous allons produire? Vous devez être en mesure, regardez sur le tableau. Là, il est AA, l'autre, il est SS. C'est pas compliqué, ça. Ça, c'est un exercice que vous devez avoir. Hein. Ça, vous l'aurez à l'examen. Hein. Je vous ai dit, l'arbre généalogique et tout ça, c'est des choses que vous devez connaître. Hein. Les croisements. On a deux allèles. Quand on se croise, méiose, chacun donne seulement la moitié. Donc, papa va donner quelle moitié? Est-ce que ils entendent? Une seule personne qui est là. Bon, c'est pas grave. Alors, vous êtes en ligne, vous entendez, comme vous êtes le courageux qui est directement relié. Qu'est-ce qui va se passer? L'allèle A va se marier avec l'allèle S. Donc ici, on aura AS. Et puis, l'autre fois, il donne encore celui-là. Encore un AS. Et puis, il donne encore ça. L'autre donne ça. AS. Et puis encore AS. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Est-ce qu'ils ont des enfants SS? Non. Ils n'ont pas d'enfants SS. Le papa, qui est AA, il donne à tous les enfants AA. Donc, ils sont tous AS. Ils ne sont pas malades. Est-ce qu'une femme SS peut se marier? Oui. Avec qui? Avec un monsieur AA. Ça, c'est une chose que vous devez retenir. Ce sont des exercices à partir du travail de Mendel que vous devez comprendre. Parce que le conseil génétique, c'est quand même ça aussi. C'est vous qui allez donner ces conseils aux parents. Ils ne comprennent pas. Alors, vous devez leur dire, oui, vous pouvez vous marier, vous êtes une drépanocytaire, mais votre mari doit être AA. Et c'est ça. Ça, c'est la première génération. À la deuxième génération, vous prenez tous ces enfants qui sont AS. Ils sont AS. Vous les croisez soit avec un AA, soit avec un AS, avec un AS. Tous, ils se disent, bon,
bien portant. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir cet exercice maintenant. Là, un S, le deuxième aussi, il est un S, puisque cette génération. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci, il est soit AS, soit AA. Qu'est-ce qu'on aura la deuxième génération? Le AA va donner hop, un enfant AA. Deuxième naissance, l'autre donne la S, un enfant AS. Troisième naissance, c'est l'autre A qui vient A. La maman donne encore un A. Quatrième naissance, le papa donne la S. S. La maman donne la S. Vous avez 3 enfants bien portants et un enfant malade. C'est la règle 3-1 de Mendel. 3 qui sont bien portants et 1 qui est malade. Le malade, il est nécessairement homozygote récessif. L'homozygotie récessive s'exprime lorsqu'on a les deux allèles, allèles qui sont les mêmes. Et alors, ça s'exprime. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans cette génération-ci, on a quand même un qui est malade. Donc, Mendel découvre que en F1, première génération, il n'y a pas de rugueux. En deuxième génération, là, il découvre qu'il y a le petit récessif qui ne s'exprimait pas en première génération qui s'exprime. Et c'est lui qui a donc découvert que les gènes récessifs ne s'expriment que quand ils sont en A2. Alors, mais ça, il s'agit des caractères dominants d'un seul, c'est la règle de la transmission d'un seul caractère dominant. C'est pour ça qu'on a appelé ça monohybridisme. Maintenant, quand vous prenez 2 caractères dominants, hein, et que vous faites le même croisement, vous trouvez des solutions différentes. Et ça, c'est la transmission d'hybridisme. 2 caractères dominants qui se transmettent en même temps. Ça s'exprime différemment. Alors ici, on prend, par exemple, les petits pois. Votre niveau de batterie est faible. Pourtant, je l'ai branché. Regardez un peu parce que sinon, il va s'arrêter. Waouh. Alors, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il prend à la fois la couleur et le fait que c'est lisse. Ce sont 2 caractères dominants. Il les croise. Même règle. Première génération, tout est lisse. Mais dans la deuxième génération, il trouve des jaunes qui sont lisses, parce que le papa jaune était jaune et lisse. Maintenant, il trouve un jaune lisse, un jaune rugueux, un vert lisse et un vert rugueux. Et quand il voit la proportion, la quantité, il trouve que c'est ce qui est à la base de ce qu'on appelle la règle de transmission 9-3-3-1. Donc, les lisses qui était le phénotype dominant du papa, sont en grand nombre. Mais ils se sont croisés aussi avec les rugueux, et je trouve 3 rugueux, et je trouve 3 lisses, mais qui ont pris la couleur verte du rugueux. Et enfin, je trouve un
qui est à la fois vert et rugueux. C'est la fameuse règle des phénotypes 9, 3, 3, 1. Ça, c'est ce qu'on voit dans le cas de bihybridisme. Mais rassurez-vous, dans la nature humaine, on n'en a pas beaucoup de ces genres. Dans la nature humaine, la majorité des maladies que nous allons voir, ce sont des maladies monogéniques. Ce sont des maladies qui répondent à la transmission de monohybridisme. Même s'il y a, on va voir plus tard quand on verra quelques maladies, il y a des maladies qui sont liées à des transmissions complexes, comme les malformations. Alors, ça, c'est juste pour vous rappeler justement ce qu'on a fait tantôt, l'exercice de l'arbre généalogique, comment est-ce qu'on représente les arbres généalogiques. Mais ça, je vous montre pour que vous puissiez interpréter. Maintenant, il faut distinguer. Je vais quand même dessiner, hein. Il faut distinguer. Quand nous appelons phénotype, nous parlons de ce que nous voyons, le caractère, l'expression du génotype. Quand je dis que ce petit pois est rugueux, c'est parce que je le vois, il est rugueux. Donc, quand maintenant je dis, on va simplement refaire. On a appris que l'homme, on le représente par un carré, la femme par un cercle. Lorsqu'ils sont unis, mariés, on fait comme ça. Ils ont des enfants, on fait comme ça. On écrit le premier enfant, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Maintenant, dans cet exercice, on a dit que quand on a un caractère dominant, on le représente par la lettre majuscule et le caractère récessif par la lettre minuscule. Alors, ici, je représente A, petit a, et ici, A, petit a. Supposons que A signifie bien portant. Petit a signifie malade. Question. Ce papa-là, est-ce qu'il est malade? Normalement, non. Parce qu'il est bien portant. Pourquoi? Parce que le phénotype, ce que moi je vais voir quelqu'un qui est bien grand. Il est A. Et la maman là, elle est quoi? Elle est aussi A. Il se marie. Il se marie. Quelles sont les possibilités qu'ils vont avoir? Alors là, c'est à vous de commencer à réfléchir. Ils ont 4 enfants. Comment est-ce que vous faites? Vous dites, à chaque division cellulaire et puis méiotique, chacun donne la moitié de son allèle, de son bagage héréditaire. Alors, premier mariage, on va dire premier enfant, chacun donne le gène qui est à droite. Papa donne ça, maman donne ça. Comment est l'enfant? Bah, il a reçu ça, il a reçu ça. Donc l'enfant, il est A. Deuxième enfant, le papa dit cette fois-ci, je donne celui qui est à ma gauche. Maman dit aussi, je donne celui qui est à ma gauche. On a un enfant qui est petit a. Troisième grossesse, papa dit, bon, je redonne encore celui qui est à droite. Maman dit, je donne aussi celui qui est à droite. A. Quatrième grossesse, donc papa dit, je donne encore celui qui est à droite. Et maman dit, moi je donne celui qui est à ma gauche. J'ai A. Question. Comment est-ce que vous allez dessiner celui-ci? Ça, c'est des exercices pratiques. Donc, moi, j'ai écrit des lettres
Par contre, vous, maintenant, quand vous allez faire le dessin, on va supposer maintenant que ces enfants ont des sexes différents. Allez, disons que celui-ci, c'est un garçon, vous allez le dessiner comme ça, non? Celui-ci, c'est encore un garçon, vous allez le dessiner comment? On avait dit que quand quelqu'un exprime la maladie, c'est qu'il est récessif homozygote. Le troisième, on va le dessiner comment? Comme ça. Le quatrième, on va le dessiner comment? Maintenant, quand je connais la génétique, je dis quand on est porteur, on fait comme ça. Voilà. Ça, c'est l'approche que vous devriez apprendre. Grâce à Mendel, ça va vous permettre de donner des conseils aux parents et à expliquer, non, attendez, ici nous parlons des maladies autosomiques qui sont issues des deux parents qui sont tous les deux hétérozygotes pour la maladie. Ils peuvent avoir des enfants qui sont bien portants, mais ils auront un enfant qui sera qui sera malade. Alors vous allez me dire, oui, mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, est-ce que ça signifie que le premier va être nécessairement normal, celui-là? Non. Parce que le premier à naître, ça pouvait être celui-là, l'homozygote AA. Et à ce moment-là, la famille dit, oh là là, quel malheur, on a eu un enfant SS. Ou parfois, ils ont 1, 2, 3, aucun enfant malade. Et au 8e, ils ont un enfant SS. C'est dû à quoi ça? C'est le hasard, parce que les allèles des deux parents se mélangent par hasard. Il y a des millions de spermatozoïdes qui contiennent des allèles différents et qui vont aller féconder un œuf. Et la maman a produit plusieurs œufs et il n'y aura qu'un seul œuf qui sera fécondé. Donc, c'est par hasard que si l'œuf qui est là, c'est un œuf qui a la S, et l'œuf, le spermatozoïde de papa qui va féconder l'œuf S, c'est un spermatozoïde S, ils auront un enfant SS. Si à la deuxième grossesse, c'est toujours le même hasard qui advient, ils auront un deuxième enfant SS. C'est ça les règles. La génétique, elle répond à des règles, les lois de Mendel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce qu'on appelle le hasard et les probabilités. Voilà. Ça, c'est important. Je voulais vous montrer quand même aussi que quand on parle de toutes ces maladies héréditaires et tout, etc., c'est important. Regardez le tableau. Je vous ai dit tantôt que nous allons apprendre à étudier l'arbre généalogique parce qu'on doit l'appliquer dans ce qu'on appelle le conseil génétique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies héréditaires. En général, les maladies héréditaires, il faut en connaître l'incidence et la prévalence. L'incidence, vous avez appris ça en statistique, hein? C'est le nombre de nouveaux cas dans un temps déterminé, par an, par exemple. Quels sont les nouveaux cas de drépano? Par contre, la prévalence, c'est le nombre de drépanocytaires que je vais compter par rapport à une population globale, etc. Ça, c'est la prévalence. Eh bien, les maladies génétiques, c'est important d'en connaître l'incidence, mais également aussi la prévalence. L'incidence, ça va vous permettre de vous dire, tiens, on peut réduire l'incidence en réduisant les risques que ces mariages adviennent. C'est facile dans les animaux, hein. Quand on prend les souris, comme je vous ai dit, ça se reproduit très vite, etc. Il y a des souris qui sont albinos. Quand on va les mélanger avec d'autres, on sait qu'on aura autant de souris albinos à 5 générations et ainsi. En peu de temps, sur un an, je peux avoir 50 souris albinos, etc. Ça, c'est l'incidence. La prévalence, maintenant, la prévalence va dépendre aussi de la survie de la population malade. Et c'est là qu'il y a
qu'il y a qu'il faut considérer les choses avec une vision de santé publique. La prévalence, c'est le nombre de drépanocytaires qui existent, qui sont vivants. Si une maladie est grave, elle est sévère, la prévalence sera faible. Pourquoi? Même si l'incidence est élevée, mais la survie est basse. Et donc, quand je prends la population à l'âge de 10 ans, je ne trouve plus les drépanocytaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de mourir très tôt. Donc, c'est ce qui explique parfois, quand vous lisez des articles, vous allez voir des valeurs qui varient en disant, tiens, dans telle étude, on avait montré qu'à Maman Yégo, on avait une prévalence de 25% de drépanocytaires, et puis l'autre, il a fait une étude, il a trouvé seulement 17%. On ne comprend pas, mais qui a raison, qui a tort. Mais non, parce que la prévalence, c'est le nombre de personnes qui vivent par rapport à une population déterminée. Et donc, si les personnes qui doivent vivre atteintes de la maladie meurent très vite, j'aurai une faible prévalence des drépanocytaires vivants dans la population, etc. Mais l'incidence, ils naissent beaucoup, mais ils meurent tout de suite. Donc voilà, c'est juste deux petites nuances que je voulais vous donner parce qu'en génétique, c'est quand même important. Alors ici, on voit, c'est pour cela, par exemple, on voit dans les pays européens, je reviens en arrière, la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie caractérisée par un défaut de sécrétion de la sueur. Si vous voulez d'ailleurs faire le diagnostic de la mucoviscidose, on faisait ce qu'on appelle le test de la sueur. La mucoviscidose, c'est une maladie qui va se manifester en période néonatale, surtout à travers ce qu'on appelle l'iléus méconial. Donc, l'enfant va naître constipé, il va difficilement à selle et tout, etc. Mais la mucoviscidose, si c'est un grand problème, c'est d'ailleurs la première maladie monogénique en France et dans plusieurs pays européens, elle a un problème tout simplement parce que les enfants qui en sont atteints, les adultes aussi, meurent à cause des infections pulmonaires. Ils ne respirent pas bien parce que le mucus qui est dans les voies respiratoires, il est trop épais et il empêche le passage de l'air d'une façon, disons, rapide. L'espérance de vie de ces patients était très faible parce qu'ils mouraient tous facilement. Aujourd'hui, ce n'est plus la mucoviscidose qui est la première maladie monogénique. Je parle de maladie monogénique en France, par exemple de la France. Aujourd'hui, c'est la drépanocytose. Lorsque vous voyez l'incidence de la drépanocytose, par exemple par rapport à l'incidence de la mucoviscidose par an, il y a 4500 patients avec mucoviscidose qui naissent et 2420 avec drépanocytose. Maintenant, lorsque vous prenez la prévalence annuelle, les drépanocytaires en Europe, ils vivent bien. Ils reçoivent les vaccins, ils ont l'acide folique, ils ont l'hydréa, et donc la prévalence augmente, même si l'incidence est plus faible que l'incidence de la mucoviscidose. Ça augmente parce qu'ils survivent bien, on les soigne bien. Lorsque vous prenez d'autres maladies comme la maladie de Duchenne, myopathie, où on a une atrophie des muscles, on ne sait plus marcher et tout, etc., l'incidence n'est pas très élevée. Le nombre de patients non plus n'est pas très élevé parce que ça dépend de la survie. Et vous voyez qu'ils vont mourir très vite, très jeunes. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons appris de Mendel en étudiant la transmission génétique des caractères dont un caractère est dominant. C'est le modèle monohybridisme. Lorsque maintenant on a fait l'expérience sur l'autre expérience qu'il a fait avec deux caractères dominants différents, là c'est le bihybridisme. Voilà. Donc ça, c'est important de pouvoir retenir cela de Mendel et c'est lui qui nous a permis d'arriver à ces connaissances. Donc, pour résumer, nous avons appris que Mendel
c'est celui qui nous a permis de comprendre, après je vais me résumer, que la transmission héréditaire, elle est à la fois autosomique et sexuelle. La transmission sexuelle, nous allons revenir dessus sur Morgan. Morgan, lui, il a fait des études sur les mouches qu'on appelle bon, le nom m'échappe, qui ont des gros yeux et qui ont des yeux rouges normalement. Et lui, il a découvert que les caractères, donc l'aspect que nous voyons, c'est lié plutôt toujours aux chromosomes. Nous allons revenir après, la prochaine fois d'ailleurs, demain, nous parlerons des chromosomes et des maladies chromosomiques. Comme ça, nous avançons vers la fin de notre programme. Et les chromosomes, il y a des chromosomes somatiques et des chromosomes sexuels. Les maladies liées aux chromosomes sexuels se transmettent d'une façon différente des maladies liées aux chromosomes somatiques ou encore, si vous voulez, des chromosomes autosomes. Voilà. On va arrêter là. Nous commencerons demain l'hérédité liée au sexe, parce que chez vous, il est déjà 17 heures. Et dans l'hérédité liée au sexe, comme je vous dis, les croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats. Mais nous allons voir ça. Nous allons voir, bon, c'est vrai, il y a des expériences chez les papillons, des expériences chez la mouche drosophile. Retenez, Morgan, c'est drosophile, et Mendel, c'est petit pois. Deux noms à retenir. Morgan, drosophile, la mouche, transmission sexuelle. Mendel, petit pois, transmission autosomique, même si tous les deux se sont complétés, etc. Au moins ça vous donne cette connaissance culturelle. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, même celles que nous avons vues dans les précédents modules? Je voulais seulement me préciser concernant la séquence génétique, par exemple des maladies comme dans la famille. Le parent peut être séropositif pour le moment. Et après cette séquence génétique, il n'y a pas moyen d'arrêter ça, bien ça sera toujours pour d'office. Pardon, vous dites les parents peuvent être quoi? Oui, les parents peuvent être séropositifs. Séropositif. Ah oui. Quand vous dites séropositif, vous faites allusion à quoi? Au sida? Oui, oui. Alors, écoutez, justement, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que j'insiste beaucoup et je reprends dessus. Je vous ai dit, vous avez vu hier, on a dit que le génotype, c'est l'un noyau. Le phénotype, ça commence déjà dans le cytoplasme. Est-ce que l'hémoglobine S, c'est un génotype ou c'est un phénotype? Répondez-moi. L'hémoglobine S, c'est un phénotype. C'est un phénotype. Alors, quand je dis à quelqu'un, tu es séropositif VIH, est-ce que c'est dans le gène, ça? Est-ce que c'est dans le noyau qu'il est séropositif VIH? Ah, là, j'ai la précision, ce n'est pas dans les noyaux. Voilà. Donc, vous avez la réponse. La séropositivité, c'est une expression phénotypique. La phénotypie, c'est le caractère, c'est la manifestation, c'est la couleur, c'est l'odeur. Ça, c'est le phénotype. Donc, la séropositivité, ce n'est pas la transmission héréditaire. Maintenant, nous allons voir les mutations. Nous verrons aussi demain, lorsqu'on parlera des chromosomes ou après-demain encore des mutations. On peut avoir des mutations qui ont été provoquées par un facteur externe. Le premier jour, je vous avais dit que la génétique, on la comprend, génétique, en tenant compte de l'environnement. Et l'environnement, je vous ai dit, ça comprend beaucoup de choses. Lorsque le gène est bombardé par des rayons Hiroshima,
des rayons qui vont casser les chromosomes, qui vont provoquer des fractures des chromosomes. Ces fractures des chromosomes peuvent être transmises à la génération qui va suivre aussi. Ils vont avoir des chromosomes fracturés. Ça, c'est autre chose. C'est la transmission héréditaire d'une mutation, quelque chose qui est apparu à un certain moment. D'ailleurs, la drépanocytose, c'est une mutation. Elle est apparue il y a environ 3000 ans, 2000 ans. On reviendra dessus, non, on n'aura pas le temps, mais on en parlera lorsqu'on fera le cours d'hématologie. Elle est apparue pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y avait un conflit entre une population qui s'appelait globules rouges et des agresseurs qu'on appelait plasmodium. Parmi ces agresseurs, il y avait un agresseur méchant qui s'appelait Plasmodium falciparum. Les globules rouges se rendent compte que chaque fois qu'ils allaient au champ, le falciparum attaquait et entrait dedans et bouffait leur hémoglobine. Que font les globules rouges? Ils se réunissent, ils réfléchissent et finalement, il y a un chef de village, un sorcier qui dit, vous savez, l'hémoglobine que le falciparum aime bien manger là, c'est l'hémoglobine A. Il est souple, il est bien et tout. On va voir, on va lui tendre un piège. Maintenant, au lieu de produire l'hémoglobine A, nous allons produire une hémoglobine S. À la différence de l'hémoglobine A, l'hémoglobine S est dure à digérer, c'est rugueux, difficile à digérer. Et en plus, quand le plasmodium entre dans la cellule, il se cogne dans les protéines d'hémoglobine et il se blesse parce que l'hémoglobine S a aussi des pointes. L'hémoglobine A, c'est lisse, c'est bon, etc., facile à digérer. Depuis qu'ils ont fait ça, le plasmodium, il entre dans le globule rouge, il ne parvient pas à tout manger. Et parfois, il se cogne sur les pointes de l'hémoglobine S et il meurt. Ça, c'est dû à une mutation, un changement de la forme de l'hémoglobine S, de l'hémoglobine A, qui est devenue S il y a environ 3000 ans. Et cette mutation-là se transmet d'une génération à l'autre. Voilà, ça c'est pour répondre à votre question. Mais ce n'est pas le cas de la transmission du VIH, même s'il y a la transmission mère-enfant, mais elle n'est pas génétique, c'est une transmission physique parce que le virus passe la membrane placentaire et va contaminer l'enfant. Voilà, il est 17 h. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va arrêter ici. Oui? J'ai d'autres questions. Concernant maintenant les parents qui ont SS, maintenant, comment on peut faire pour arrêter cette séquence génétique? Nous verrons ça lorsque nous parlerons de la drépanocytose. Mais je l'ai dit tantôt, j'ai parlé des préventions, conseils génétiques, prévenir. Évitez de vous marier entre AS et AS. C'est la façon de réduire la prévalence des enfants SS et l'incidence. Évitez de marier les AS entre eux. Voilà. Bon, très bien. Maintenant, si cela est déjà arrivé, comment on peut faire pour garder aussi? Nous reviendrons dessus lorsqu'on parlera de la drépanocytose. Voilà, il est 17 h. Je dois m'arrêter ici parce que j'ai d'autres obligations. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle, les cours sont sur le site IRB. Vous entrez, vous vous connectez et si vous avez des questions, vous les mettez dans les chats. Vous avez des difficultés, il y a le webmaster qui est là, Monsieur Eric, qui est là pour vous assister, vous lui posez des questions. Et les cours vont rester disponibles pendant un certain temps, mais pas jusqu'à l'infini. Ceux qui n'ont pas suivi, parce que, etc., je serai dans le regret de dire que ces cours ne seront pas disponibles indéfiniment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à demain. Ah oui, maintenant je voulais un peu me attirer concernant les effets hier. Aujourd'hui, vous avez dit que vous allez poser des questions, mais vous n'avez pas posé encore. Donc,
les TP d'hier, on n'a pas la précision concernant les cellules. On voulait un peu avoir des précisions. J'en ai déjà parlé avec le docteur Ngeleka. Le TP est même dans l'exercice sur le site. Monsieur, entrez dans le site, revoyez vos cours, vous allez voir, toutes les réponses sont là-dedans. Ça va, merci. Très bien, bonne soirée.